Bonsoir à tous, il est 20h30 et nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha. Je voudrais que ce cours aille pour la Refoua Shelema de tous nos malades, Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Machlouf ben Atou Ada, Yoel Simchoni ben Saul, Dominique Mesoda bat Sultana, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Batia, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvonne Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Myriam bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Abraham Narboni, Simon ben Abigaël, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dori Dvora bat Edith, Yosef ben Aïcha, Dan ben Hélène Chana, Hélène bat Esther Zibi lebet Elbez, Esther bat Rachel Goueta lebet Zibi, Rachel bat Esther Zibi lebet Sarfati, Yael Chaya bat Fani, Malka Batsara, David Ben Rachma, Solika Batalia Meloul, Mesodi Batsolika Toledano, Dina Batester, Rivka Batsara, Shlomo Ben Esther, Kami Kamuna Azoule Bat Marie, Moshe Ben Mordechai, Raphaël Ben Chana, Evelyn Bat Rivka, Myriam Bat Chaya, Pinchas Ben Chai Baruch Koskas, Denise Bat Olga, Eliaou Ben Marcel Maïssa, Sarah Bat Sultana Altit, Michael Ben Shemuel Altit, David Ben Zora Wanounou, Abraham Ben Sultana Ben Chamou et son épouse Mesoda, Dora Tamar Bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon Ben Saada, Chana Bat Aliyah, Shlomo Serge Moshe Tibi, Maurice Ménaché, Jacqueline Esther, Yael Bat Rivka, Esther Bat Shifra, Dov Ben Esther, Shlomo Ben Miriam, Yoel Ben Mesoda, le Dayan Yechia Teboul, Saadia Ben Esther, Eliaou Ben Zacha, Thierry Shlomo Ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth Bat Lisette Esther et André Ben Shabbat. De la même façon, je voudrais que ce cours aille pour l'élévation de l'âme de Chaim Yaakov ben Esther Liya Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meyer Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach lebet Politi, Le Arifka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda bar Alia, Avraham ben David ve Esther, Pinchas ben Shemuel Cohen, Lucien Mesrod ben Mimoun ve Joar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Yosef ben Yitzhak Mafoda, Arlet bat Lea Samama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Allegria, Bat Julia Biton, Harry, Henri, Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka Bat Ali, Yitzhak ben David Dinar et Eliaou ben Machlouf Cohen Saban. Je voudrais également, bien évidemment, qu'on ait une pensée particulière pour la Refoua Shelema de Monsieur Azogi de l'école Maïmonide. On lui souhaite vraiment un prompt rétablissement et qu'il puisse retrouver sa famille le plus rapidement possible. Nos prières s'associent bien évidemment à toutes les prières de sa famille et de l'ensemble de l'école et de notre communauté. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous associer à la lecture des Teilim que nous avons initié la semaine dernière. Vous pouvez, en cliquant simplement sur le lien qui apparaît dans notre vidéo, vous pouvez donc vous associer en lisant un ou deux Teilim pour la Refoua Shelema, notamment de tous nos malades. Nous commençons ce soir un sujet qui est très important dans les halachot de Pessah, qui est un peu technique mais très important, qui est celui de la kashérisation des ustensiles. Même si nous faisons tous l'effort d'avoir deux vaisselles bien marquées, avec d'un côté la fête de Pessah et puis les autres jours de l'année, eh ben, en fait, d'après la halakha, nous ne sommes pas obligés d'avoir deux vaisselles. Le principe de kashérisation de la vaisselle est un principe qui existe. Et donc nous devons, dans notre époque où nous n'avons peut-être pas eu le temps de faire nos courses et d'acheter une nouvelle vaisselle, etc., eh bien c'est peut-être intéressant de savoir comment faire la kashérisation des ustensiles et surtout, puisque nous sommes en cours d'halakha et pas simplement en cours de pratique, d'accord, de savoir d'où vient ce principe de la kashérisation. Est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé pour la fête de Pessah en particulier ou est-ce que c'est quelque chose de plus large? Eh bien en fait, Tziveta HaTorah, c'est la Torah qui nous ordonne. Chez Israël, Yirtzu l'ishtamesh bekli achila shel goyim, chez ishtamshu bahem bataref yarshiru otam bederer shemusham. Eh bien, en fait, on l'apprend de la guerre contre Midian.
dans la Torah directement, où on nous dit que parmi le butin que l'on peut récupérer après un combat, eh bien, il peut y avoir des ustensiles de cuisine, et que l'on veut garder, puisque à l'époque c'est relativement rare, ça coûte cher, on n'en a pas comme aujourd'hui sans compter. Donc on nous dit, si tu as récupéré du matériel de cuisine qui n'a pas été utilisé par des juifs, donc ça veut dire que son utilisation n'a pas été utilisée dans des aliments cachers, avec des aliments cachers, eh bien la Torah nous donne le principe, et c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est que tout ce que nous avons jamais toujours entendu sur la cachérisation des ustensiles, en fait, ça vient directement d'un verset de la Torah. Le verset nous dit la chose suivante. Kol davar, asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Tout ce qui passe au feu, vous devrez le passer au feu. Par contre, ce qui ne passe pas directement au feu, alors vous devrez le passer à l'eau. L'amdou mikan chachamim, nos chachamim apprennent de ce verset, sharsharat akelim hi kederer shimusham. Nos chachamim déduisent de ce verset que pour cachériser, puisque c'est bien ça le sujet, pour cachériser un ustensile de cuisine, il faut le cachériser en respectant le mode d'utilisation de cet ustensile. C'est-à-dire, imishtamshu ba'esh, asharan belimbun ba'esh. Si on l'a utilisé par le feu, alors il faudra le cachériser par le feu. Comme il est écrit dans le verset, Kol davar asher yavo ba'esh ta'aviru ba'esh. Tout ce qui passe au feu, vous devrez le passer au feu. Eh bien, en réalité, on extrapole et on déduit de là que tout ustensile que l'on veut cachériser, je parle ici d'un aliment qui n'est pas cachère, d'accord? Un ustensile qui a été utilisé vraiment dans le circuit non cachère. Cet ustensile-là que je veux moi utiliser pour ma consommation personnelle, alors la halakha est très claire. Tout ce qui passe au feu devrait être cachérisé par le feu. Si par contre on l'a utilisé avec de l'eau bouillante, alors il faudra le cachériser avec de l'eau bouillante. Et si par contre on a utilisé cet ustensile à l'eau froide ou à froid directement, alors il suffira pour le cachériser de rincer l'ustensile avec de l'eau froide. Et donc il y a 3 modes de cachérisation dans la halakha. Les noms halachiques sont importants. Le premier c'est le liboun. Le liboun, c'est le fait de passer au feu l'ustensile pour le cachériser. Ça vient du mot lavan, comme si on l'avait vraiment passé au feu et que ça devient de la cendre qui est blanche. Hagala, le deuxième critère de cachérisation, le deuxième mode, c'est le fait de le tremper à l'eau bouillante. Et le troisième, hadacha. Hadacha, c'est rincer tout simplement, sans température. Et donc nos maîtres nous expliquent que lorsque l'on fait cuire un aliment non cachère dans un ustensile, alors le goût de cet aliment va pénétrer à l'intérieur de la paroi de l'ustensile. Et lorsque après je vais utiliser cette même marmite qui appartient à mon voisin qui est non juif, mais que moi je veux utiliser cette même marmite pour me faire cuire mon steak à moi, mon plat, mon aliment à moi qui est cachère, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que je n'aurai pas le droit? Maintenant, je ne suis pas en train de cuire un aliment qui n'est pas cachère, je suis en train de cuire un aliment qui est cachère. Quel est le problème? Alors on nous dit, Taram taref yetse midfanot asir veikanes le ma'achal a kacher veisuroto veisoroto. C'est que le goût non cachère de l'aliment premier qui a été cuit dans cette marmite, sous l'effet de la nouvelle cuisson, ce goût qui a pénétré à l'intérieur de la paroi va maintenant être dégorgé par la paroi, il va se mélanger à mon aliment cachère qui est maintenant en train de cuire dans la marmite, et il va le rendre assourd, le rendre interdit à la consommation. Et donc, avant de pouvoir cuire mon aliment cachère dans cette marmite, qui à l'origine n'est pas cachère, je dois d'abord donc extraire, dégorger le goût de l'aliment non cachère qui est absorbé dans la paroi.
Et voici le principe qui est affiché en gros dans toutes nos cuisines cachères, qui est le principe de la cachérisation des ustensiles. Le voici dans les termes de la Gemara, qu'est bolro car polto, de la façon dont le goût s'est imprégné dans les parois, je devrais utiliser exactement le même mode pour faire dégorger le goût de la paroi en question. Vetzarich lebaer, et donc nous devons expliquer, Shebechol et, Shedberu chachamim al taramim, Shebeluim bakeli, et kanugam les taramim, Shedbeku les dfanot, bekoach abishul oaesh. On nous parle à chaque fois donc des goûts qui sont imbibés en quelque sorte, bien évidemment. Si vous prenez votre marmite et que vous commencez à lécher votre marmite, vous allez dire « Ah non, mais je sens rien comme goût qui est imbibé dans la paroi ». C'est ici une approche purement halachique. L'approche nous dit, considère que ce goût-là est imbibé dans l'épaisseur de la paroi et qu'il faut absolument que ce goût soit dégorgé de la paroi. Chez Ken Raklifne, Ashita beliyatser sabon, chez Aliado nitan lenakot etev et akelim. Parce qu'à l'origine, il y avait non seulement le problème du goût qui était imprégné dans l'épaisseur de la paroi, mais il y avait aussi un risque, le risque de ne pas pouvoir nettoyer convenablement la marmite en question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde moderne, alors nous avons toutes sortes de détergents, de produits ménagers qui nous permettent de bien astiquer nos marmites et qui ne reste même pas la moindre mamachoute, la moindre matière. Mais à l'époque, c'était bien plus compliqué que cela. On n'avait pas tant de produits, c'était pas tellement efficace, c'était de l'eau, il fallait frotter, mais on n'avait pas tellement tous ces moyens modernes de nettoyer notre marmite. Donc, aujourd'hui, on va dire que tout ce qui est sur la paroi, on arrive à le retirer aisément. Mais ce qui est imprégné dans l'épaisseur de la paroi, là, il faut effectivement un mode de cachérisation pour dégorger le goût donc de la paroi et utiliser cette marmite convenablement. Kedin aksharat kelim shimush beisur kendin aksharat keli chametz le pesach. Et ce principe que nous venons d'expliquer en détail sur la cachérisation d'un ustensile, pour le passer d'une marmite qui a fait cuire un aliment non cachère à une marmite qui va maintenant accueillir un aliment cachère, eh bien en réalité, c'est exactement, sans la moindre différence, la même halakha pour les jours de l'année et la fête de Pessah. C'est-à-dire que si j'ai une même marmite que je veux utiliser dans l'année et à Pessah, je dois utiliser la même méthode de cachérisation que s'il y avait dans cette marmite un aliment qui n'était pas cachère et que je veux maintenant l'utiliser dans le circuit cachère. Donc les lois de cachérisation de Pessah sont tirées directement des lois de cachérisation d'une marmite de manière générale. Revenons maintenant pour expliquer le fonctionnement de ce principe. On considère que lorsque le contact est à froid entre l'aliment et la marmite ou l'assiette, etc., alors le goût n'a pas la force de pénétrer dans les parois de l'ustensile en question. Et le goût va rester simplement sur l'extérieur de la paroi. Et donc, pour cachériser, il n'y a rien de plus facile, il suffit de rincer à l'eau froide concrètement, d'accord, pour pouvoir donc retirer ce qui peut rester dessus. Kegon, sir chez Bicheloubo tafshil chametz, vechen metzeket vekapot ve'ornes les sir chez Bicheloubo chametz, ataamim chez ma'achalim nidbakim nivlaim bakeli. Par contre, si c'est à chaud que ça s'est passé, ce transfert de goût entre l'aliment et la marmite, si ça s'est passé à chaud, alors là, on ne peut pas se contenter simplement de rincer avec de l'eau froide, puisqu'il faut exactement le même principe d'absorption. Le principe d'absorption ici s'est passé à chaud, donc du coup, verra des maïm rotrim et charle afflitam. On ne pourra faire sortir le goût qu'à travers l'intermédiaire d'eau bouillante, Vezoi Hagala, c'est ça que l'on appelle une Hagala. Par contre, si le mode d'absorption du goût du chametz s'est passé directement par le feu, par exemple des chipoudim,
par exemple, quand vous avez votre plateau de four ou qui passe au four, là, c'est le feu directement, il n'y a pas d'eau, d'accord? C'est à sec. Quand ça passe à sec, parce que c'est une broche, par exemple, une broche, un plateau du four, une grille du four, d'accord? Alors là, c'est ce qu'on appelle un transfert de goût qui passe à chaud, mais de manière forte, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de liquide, il y a simplement l'ustensile et la chaleur du feu. Puisqu'il n'y a pas ici de liquide qui vient attendrir l'aliment, mais au contraire, il n'y a que du feu qui, au contraire, vient assécher l'aliment, puisque c'est le fonctionnement donc d'un gril, par exemple, alors du coup, là, on considère qu'il va falloir cachériser, et c'est ça qu'on appelle un liboun, la cachérisation par un liboun, d'accord, qui nous permet de cachériser. Aval, imoridou et ama femina esh vechitru otobesakin. Alors on verra un peu plus tard quel est le statut d'un couteau qui vient couper un aliment chametz lorsque cet aliment est encore chaud. Est-ce que le couteau a le même statut que la broche qui a été dans le four? D'accord, ça on verra. Est-ce qu'il y a différents degrés de puissance de feu et donc différents degrés de cachérisation selon les ustensiles? L'ifnei archarat be'agala. Alors, maintenant, commençons à détailler les choses. À propos de la agala, donc pour la cachérisation à l'eau, tsarich les nakot et takelim. Avant de faire bouillir l'ustensile en question, il faut tout d'abord le nettoyer. Le nettoyer plus que convenablement. Sheken en bekochem shel hamayim harotrim le'asir et kol sheyare ha'ma'achalim shenilkul et tfanot. Parce que l'eau bouillante est très efficace pour dégorger, pour faire sortir le goût qui est imprégné dans la paroi de l'ustensile, mais l'eau bouillante ne suffit pas à retirer ce qu'on appelle la mamachout, la matière qui serait attachée à la paroi en question. C'est-à-dire que si j'ai un morceau de chametz, un morceau de pain, une miette de pain qui est collée, d'accord, à ma paroi, mais de manière vraiment très forte, j'ai beau mettre de l'eau bouillante par-dessus, ça restera du chametz. Bien que l'eau bouillante va me permettre de faire sortir le goût à l'intérieur de la paroi, mais l'eau bouillante ne va pas nécessairement faire retirer le morceau de chametz qui est attaché à la paroi. Donc c'est pour ça qu'avant de faire la hagala, avant de tremper mon ustensile dans l'eau bouillante, je devrais d'abord nettoyer convenablement cet ustensile pour retirer la mamachout, pour retirer la matière chametz qui est encore attachée. Ça donc c'est pour la hagala qu'il faut absolument effectué sur un ustensile qui est totalement propre. Quelle est la différence de fond entre une marmite dans laquelle je fais bouillir des pâtes, par exemple, et une broche qui va passer directement au four? Alors on nous explique comme cela. Et donc la question qui est sous-jacente, c'est pourquoi est-ce que pour une marmite, on peut se contenter d'eau bouillante pour faire sortir le goût du chametz, alors que pour une broche ou pour un plateau du four, je ne pourrais pas me contenter d'eau bouillante, mais il faudra le passer directement au feu et au chalumeau. Abliya bederer bishul hi belia raka. On considère que le mode d'absorption du chametz dans une marmite, pour une marmite, est un mode qui est rach. Ça veut dire qu'il y a, oui, absorption du goût du chametz, mais c'est une absorption qui est légère, qui est souple. Velu abelia beur ibelia kasha. Alors que lorsque ça passe directement au feu, alors c'est une belia qui est dure, c'est une absorption qui est sévère. Vezot mishum. Sheamagamat abishul le'arev et anozlim. Pourquoi? Parce que le but d'une cuisson à l'eau, c'est quoi? C'est que l'aliment absorbe l'eau en question. C'est que le chametz devienne plus souple qu'il n'était à l'origine grâce à l'eau qui va être absorbée par l'aliment chametz. Prenons le cas le plus parlant de pâtes. Les pâtes sont sèches avant d'être mises à bouillir et grâce à l'effet de la chaleur, à l'effet de l'eau chaude qui est en contact des pâtes, les pâtes vont se ramollir.
Le but de l'utilisation de l'eau dans une marmite, c'est de ramollir, d'assouplir l'aliment. Et puisque donc le chametz, le goût du chametz, va sortir de son aliment grâce à l'intermédiaire de l'eau, eh bien on va considérer que l'eau va faire rentrer le goût du chametz dans la paroi de l'ustensile de manière légère. Les umazot, a contrario, magamata afia vatzlia, les maet et anozlim. La différence, c'est que quand on fait cuire quelque chose au four, le but, ce n'est pas de rajouter de l'eau à l'aliment premier, mais au contraire, c'est d'assécher l'aliment premier. Eh ben, on est bien d'accord. Lorsque je fais griller quelque chose, le but, c'est d'aspirer toute la partie humide, l'humidité de l'aliment, pour le rendre sec. C'est ça, une cuisson au four. Et donc, du coup, puisque l'aliment s'assèche sur la grille, sur la broche, sur le plateau qui passe au four, eh bien, on considère que la bélia, que l'absorption du goût du chametz est kasha, qu'elle est dure, qu'elle est sévère. Alors vous allez me dire, oui c'est vrai, mais des fois dans ma marmite, d'accord, je l'ai oublié un peu trop longtemps sur le feu, l'eau a été complètement absorbée par la vapeur, d'accord, elle s'est transformée en vapeur d'eau, et dans ma marmite, j'ai fait cuire mon aliment à sec. Alors du coup on pourrait dire, tu vois maintenant c'est comme un four finalement, d'accord, il y a le contact du feu, il y a la marmite, il y a l'aliment et c'est tout. Donc il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau, j'ai oublié, d'accord, de retirer ma marmite suffisamment vite, d'accord, et donc maintenant il n'y a plus d'eau. Alors on nous dit, malgré tout, pour cachériser une marmite, on se contentera de la faire à l'eau bouillante. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ma cuisson d'une marmite, c'est avec de l'eau bouillante. Il est rare d'en arriver à avoir fait disparaître tout le liquide de ma marmite et d'avoir cuit directement à sec mon aliment. Les fisées. Archarat amachavat ba'agala, sheken hashemet. Et là se pose, et c'est une vraie question d'alacha, le statut de la poêle. Est-ce que la poêle est considérée comme une marmite ou plutôt comme un plateau qui passe au four? Vous allez me dire, c'est quoi la question? Eh bien, sur une poêle, il n'y a pas de liquide. Ou si peu de liquide, puisque sur ma poêle, je mets quoi? Je mets un peu d'huile, un filet d'huile, et je fais cuire directement mon aliment. Est-ce que ce filet d'huile est considéré comme un liquide ou bien il est considéré comme pratiquement inexistant et que c'est comme un plateau qui va passer au four puisque l'huile finalement va très rapidement être absorbée par l'aliment? Eh bien sur ce sujet-là, donc de la poêle, il y a deux opinions. Une première opinion qui va considérer que puisqu'il y a de l'huile et que le but de cette huile, c'est justement d'assouplir un peu cet aliment, d'accord, qu'il ne soit pas complètement sec, eh bien on va considérer ça comme étant de l'eau qui bout. Et donc du coup, on pourra cachériser la poêle avec de l'eau bouillante. Veyesh omrim, mais d'autres ne sont pas d'accord et disent puisque quand on passe à la poêle un aliment, d'accord, je le fais frire, finalement je mets pas beaucoup d'huile, en tout cas c'est pas comme de l'eau, pas mimrabot, coré, chez Hachemen Nigmar. D'ailleurs, pour preuve, il arrive très souvent quand on utilise une poêle que l'huile disparaisse complètement parce qu'elle est absorbée par l'aliment et que je n'en rajoute pas parce que mon but effectivement c'est d'assécher l'aliment. Je veux qu'il soit saisi sur une poêle. C'est pas comme dans une marmite, c'est une poêle. Et donc certains nous disent que finalement c'est comme une plaque ou une grille qui va directement dans le four. Et donc pour cachériser ma poêle, je ne pourrai pas me contenter d'utiliser de l'eau bouillante, mais il faudra le passer au chalumeau. Les maasé, concrètement, efchar, eh bien concrètement on peut s'appuyer sur l'opinion qui nous permet de cachériser la poêle avec de l'eau bouillante. Mais il faut savoir que beaucoup sont plus sévères sur le sujet et nous disent que la poêle, c'est pratiquement impossible de la cachériser parce qu'il faudrait la passer au chalumeau dans des conditions très particulières que nous expliquerons demain soir si Dieu veut, pour voir exactement comment faire un liboun. Mais en tout cas, donc, pour une marmite classique, traditionnelle, il suffit effectivement de la tremper dans une autre marmite qui est pleine d'eau bouillante pour pouvoir la cachériser. Alors que pour une poêle, c'est déjà un peu plus délicat,
et que pour tout ce qui passe au four ou directement au feu, si Dieu veut, nous verrons ça demain soir pour savoir comment effectuer un liboun, c'est-à-dire une cachérisation au chalumeau. Passez une très bonne soirée et à demain.